ne sont pas encore connus. Le CNT, le Conseil national de la transition, tarde également à voir le jour. Le suspense semble gagner certains acteurs. Ces sujets et bien d'autres seront débattus dans cette émission avec notre invité Parcours Baouri. Il est président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, également ministre dans le gouvernement de consensus après les convulsions sociales de janvier-février 2007. Avec lui, donc, nous allons passer au peigne fin, ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. C'est le menu principal et il est déjà installé dans ce studio. Mais nous allons accueillir tout d'abord les chers chroniqueurs de cette émission. Ils sont deux cet après-midi à m'aider à animer cette émission. Amadou Makissa, non, Bari Mamadou de l'enfant de Dingraï, bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Très heureux. Le plaisir est partagé et je dis bonsoir à notre cher invité, M. Ba. Bonsoir. Amadou Makissa Diallo, l'enfant de Fossérour et Taroubeya, du côté bonsoir des Malik, bonsoir. Surtout bonsoir à notre invité par cœur, M. Ba, que certainement les auditeurs connaissent parfaitement bien. Je n'ai plus besoin de le présenter. Vous le voyez déjà à l'écran. M. Ba, bonsoir. Bonsoir. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Ça n'a pas été facile. Votre calendrier il est chargé, mais vous avez tenu, honoré quand même votre engagement à venir. Vous savez, lorsqu'on promet, on respecte la parole donnée. C'est extrêmement important. On en parlait dans cette émission. La parole, elle est sacrée. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Avec respect de l'éthique et de la déontologie, c'est avec les experts de la maison d'en comprendre l'actualité. Mais je ne comprends pas lorsque le film, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me réveille, on m'appelle de partout. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Il paraît qu'il y a une radio qui a dit que je suis mort. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais, tantôt notre invité Parcours Baouri, il est président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, également ministre dans le gouvernement de consensus après les convulsions sociales de 2007. Alors, M. Ba, merci une fois encore d'accepter cette invitation. Nous allons parler de l'actualité, mais un pan de cette actualité où un sujet s'est invité dans cette actualité, c'est cette sortie de l'écrivain, le très célèbre Kerno Monenembo, je peux paraphraser, qui dit que si on répète l'arnaque de 2010, il va de soi que la Guinée pourrait voler en éclats. Alors, comment vous réagissez à cette sortie de Kerno Monenembo? D'abord, par rapport à la présentation, il faut noter que l'UDRG fait partie de la coalition de la Convergence pour la Renaissance de la démocratie en Guinée, CORED, qui est composée de 35 partis politiques agréés aujourd'hui. C'est important de le souligner. On en parlera. Bon, dans le, comment on appelle ça, ce que vous venez de dire. Votre lecture de cette déclaration de Kerno Monenembo? Bon, stricto sensu, par rapport à ce que vous venez de dire, il n'y a rien à redire, fondamentalement. Mais peut-être dans le contexte général que je n'ai pas lu, je ne peux pas tellement apporter quelque chose de substantiel, parce que si l'expérience de la transition de 2010 a été calamiteuse, et c'est la raison pour laquelle la transition actuelle devrait faire en sorte de tirer les leçons et des impasses que celle de 2009-2010 avait occasionné pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et donc, c'est tout à fait... Lorsqu'on prend la phrase telle que vous l'avez restituée, on ne peut que dire que répéter ces erreurs, ce serait un grave dommage pour la République de Guinée. Vous comprenez également l'opportunité d'une telle déclaration avec tout l'élan de réconciliation qu'on attend? Non, vous savez, à l'heure actuelle, il faut qu'on se rende compte. Lorsque vous entamez une nouvelle page, il faut bien comprendre les pages précédentes. Sinon, vous risquez de répéter et de ne pas savoir dans quelle situation on se trouve. Et la consolidation de la transition actuelle nécessite une très bonne lecture des précédentes, celles que la Guinée a connues dans le passé. C'est les transitions avec le CMRN
et la transition avec le CNDD. Et toutes ces deux transitions ont apporté des expériences que nous devons prendre en compte pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il ne faut pas aller, parce que quelqu'un a dit quelque chose qui a dû ne pas plaire à certains, et se mettre à dévier le débat sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Je crois savoir que le débat ne se situe pas au niveau de cette phrase. Le débat s'est situé au niveau de l'analyse et l'interprétation de notre écrivain, Etienne Monenembo, par rapport à des qualificatifs qu'il a donnés aux anciens présidents. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu beaucoup plus de polémique et non pas par rapport à la phrase telle que vous l'avez restituée. Alors par rapport à ces anciens présidents, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça n'a pas, moi je ne me prononce pas là-dessus. Je considère fondamentalement que quels que soient les chefs d'État que nous avons eus dans le passé, ça fait partie de notre histoire, en bien ou en mal. C'est le cas même du président Alpha Condé. Il a un bilan qui globalement n'est pas satisfaisant, mais globalement, tout ce qui est fait rentre dans le cadre d'un patrimoine commun. On peut ne pas aimer une personne, on ne peut pas dire globalement que tout ce qui a été fait est négatif, mais peut-être les aspects négatifs l'ont emporté sur les aspects positifs, mais dans une lecture intelligente et lucide de tout ce qui s'est passé, il faut s'approprier tout ce qui a été fait en disant que c'est notre propre histoire et lire cette histoire comme telle et ne pas continuer comme toujours. Vous prenez certains, le premier président est considéré comme sans tâche et sans reproche, alors qu'un bilan n'est jamais tout à fait positif. Oui. Il y a des points de réussite comme il y a des points d'échec. C'est la même chose actuellement pour M. Alpha Condé. Il a eu des échecs sur certains aspects. Il est plus intéressant, au lieu de continuer à donner des qualificatifs, il a été ceci, il a été cela, comprenons pourquoi il n'a pas réussi dans certains domaines. Quelle était la réelle motivation pour que l'expérience de nos échecs nous enseigne des dynamiques qui nous permettraient de réussir. C'est ça que je considère comme étant beaucoup plus constructif et positif comme approche. En tout cas, souhaitons qu'on avance en tirant les leçons de ces erreurs. D'ailleurs, le président de la transition l'a dit à la prise du pouvoir. Parlant de cette prise du pouvoir, vous êtes le premier acteur pratiquement majeur du pays à être reçu par les nouvelles autorités. Il y a eu prise de pouvoir le 5 septembre. Vous, le 7 déjà, on vous a aperçu du côté du quartier général du CNRD. Est-ce qu'une simple coïncidence ou un privilège que les nouvelles autorités ont bien voulu vous accorder? Non, je considère que c'est une opportunité et puis c'est un privilège que la Providence a provoqué. Et donc c'est très bien parce que on avait prévenu le président Alpha Condé que s'il s'engageait dans cette voie de changement anticonstitutionnel, que ce n'était pas bon pour lui, ni bon pour le pays. Il s'est obstiné à aller dans ce sens avec tout ce que ça a généré comme malheur, comme violence, comme deuil, comme gâchis, tant sur le plan social que sur le plan économique. Donc c'est un privilège d'avoir été, à 48 heures après la fin du régime de M. Alpha Condé, reçu par les auteurs de cette chute. Vous avez été le demandeur de cette rencontre? Ça n'a aucune espèce d'importance. Demandeur ou pas demandeur, il était libre de ne pas me recevoir, oui ou non. Donc s'il m'a reçu, c'est ça qui est fondamental. Oui, parce que ça m'amène à me poser la question, comment vous avez accueilli tout cela, que vous soyez ce premier quand même à être sollicité pour une telle rencontre, 48 heures après un coup de force. Mais vous devriez vous poser la question, pourquoi Bahouri avait déjà prévenu tout le monde que si on suit cette trajectoire telle que le président Alpha Condé voulait le faire, la transition serait inévitable. Et la transition a été
est constaté aujourd'hui. À ce moment-là, je voyais même certains responsables qui avaient même peur d'utiliser le terme transition. Mais c'était la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il y a des faits objectifs. Si vous les examinez avec lucidité et responsabilité, vous devez savoir ce chemin. Si on le poursuit, ça nous amène directement à nous fracasser devant les rochers. Il fallait changer de route. Ils ont refusé de changer de route. Et ça nous a coûté excessivement cher. Donc, le résultat est là. Donc, ceux qui ont été les auteurs de cette dynamique ont pensé qu'en rencontrant Bahouri, c'est aussi une autre forme de légitimité. Oui, justement, vous parlez de changement de constitution. Il y a aussi ce troisième mandat. Est-ce que, pour un départ, est-ce que vous pensez que c'est le fait de changer la constitution ou bien c'est le fait de tenter de briguer un troisième mandat qui a fait chuter Alpha Condé? Parce que si c'est cette affaire de troisième mandat, il y a qu'aujourd'hui, certains opposants qui se réclament de l'opposition, de l'aile dure de l'opposition, l'ont accompagné dans ce sens. Bon, vous savez, s'il n'y avait pas eu de changement anticonstitutionnel de la Constitution, et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu le coup d'État, M. Alpha Condé a fait un coup d'État contre la République. Et malheureusement, les organisations CEDEAO et Union africaine ont tourné le regard vers d'autres horizons au lieu de s'intéresser à ce coup d'État qui a été organisé de manière officielle par les autorités guinéennes de cette époque. Donc, ça c'est l'élément essentiel. S'il n'y avait pas eu cela, il n'y aurait jamais eu de troisième mandat, puisque la Constitution de 2010 a des dispositions d'intangibilité qui dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et c'est cela qui posait problème. Donc ils l'ont déverrouillé de la manière la plus désinvolte avec la complicité d'une cour constitutionnelle qui était aux ordres. Et ça nous a mené où? Des gâchis, des pertes en vie humaine, un recul fondamental de la Guinée sur tous les plans, accompagné par une faillite financière pour financer les élections. Donc, vous voyez le gâchis que ça a occasionné, nous sommes en train de le payer encore. Et la facture n'est même pas connue jusqu'à présent. Donc, M. Ba, vous venez de parler de ces circonstances. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est un véritable gâchis, c'est-à-dire cette nouvelle transition, tant plus que la Guinée est déjà à la 3e transition? Il y a eu une première transition sous l'ère Lansana Conté. Dadis, Sekouba Konaté, au fait, les deux ont aussi assuré une transition. Et nous sommes à la 3e transition guinéenne. Est-ce que c'est des transitions de trop pour la Guinée? Bon, vous savez, la Guinée, depuis l'indépendance, est à la recherche d'une stabilité institutionnelle, d'une gouvernance plus vertueuse et de respect des droits de l'homme et de la consolidation du vivre ensemble. Nous n'avons pas réussi à le construire depuis l'indépendance. Les pouvoirs qui se sont succédés, peu ou prou, ont beaucoup plus insisté et travaillé pour diviser les Guinéens que de les unir. Et ce n'est pas étonnant qu'un pays qui était promu comme étant la locomotive potentielle sur le plan économique de l'Afrique de l'Ouest se retrouve aujourd'hui parmi les derniers. Donc ce sont des responsables guinéens qui sont responsables du retard de la Guinée et de la pauvreté ambiante dans laquelle nous sommes. Ça, il ne faut pas rejeter cette responsabilité. Ça, c'est la chose que je voulais dire. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, une transition, on veut évoluer normalement. Si vous ne faites pas les choses normalement, il va de soi qu'il y aura des réactions. Et c'est tout à fait logique et naturel. Si vous ne gouvernez pas correctement votre pays, vous l'empêtrez dans la mauvaise gouvernance, dans des formes d'injustice, il y aura des révoltes. Et ces révoltes amèneront ipso facto des changements qui ne sont pas dans la dynamique dite institutionnelle. Donc vous avez affaire à des transitions, comme c'est indiqué. Monsieur Alpha Condé, s'il avait respecté le principe de ce qui a été fait en 2009-2010 pour engager le pays dans une dynamique d'organisation du pays,
d'une gouvernance relativement démocratique, de respect des institutions et de respect de la Constitution, on n'aurait pas eu de transition aujourd'hui. Je ne dis pas que tout ce qui aurait été fait serait le meilleur des mondes, mais on n'aurait pas eu une transition. On aurait eu certainement des alternances régulières qui feront que des hommes et des femmes à la tête de la Guinée vont se succéder et chacun apportera le meilleur de lui-même pour que la Guinée progresse. D'aucuns estiment à tort ou à raison que la transition de 2010 est quelque part l'un des problèmes aussi qui a amené le changement de constitution au niveau, parce qu'on parlait de légitimité. On disait que cette constitution n'avait pas été soumise à l'approbation du peuple de Guinée et qu'après tout on a changé. Est-ce que la transition de 2010 n'explique pas en partie ce qui arrive aujourd'hui, ce qui est arrivé le 5 septembre passé? Bon, on ne peut pas dire que la transition de 2010 est responsable de tout ce qui s'est passé. La transition de 2010 a eu des faiblesses. Et ces faiblesses sont dues principalement, parce que très souvent les gens ont la mémoire courte. La première phase de la transition de 2010, c'est-à-dire de la prise du pouvoir par le CNDD le 22 ou le 23 décembre 2008, pratiquement jusqu'à la fin de l'année 2009, la transition n'avait pas fonctionné. On était dans des querelles, un pas en avant, deux pas en arrière, et comme vous le savez, à l'époque, c'était le capitaine Dadis qui était à la tête et M. Komara était le premier ministre de la transition. Cette première phase de la transition n'a pas donné des fruits et ça a crispé les relations. Avec Feu Jean-Marie Doré, dans le cadre des forces vives, nous avons tout essayé d'amener le capitaine Dadis à comprendre qu'il faut respecter les engagements initiaux. À partir du mois d'avril 2009, il s'est engagé dans une autre dynamique. Au mois de mai, nous avons essayé de le rencontrer pour lui dire respecter ce qui a été convenu, mais on n'a pas réussi à le voir. Et de fil en aiguille, au mois de juin, il y a eu une rencontre et la mise sur pied de commissions paritaires, 11 pour les forces vives, 11 pour le CNDD. C'est à ce moment-là que tout a été gâté. Cette commission qui s'est retrouvée au Palais du Peuple, au lieu de conforter la nécessité de la remise en force d'une véritable dynamique de la transition, ils se sont mis à dire, puisque c'est les législatives qui étaient prévues, on va changer l'ordre des élections pour organiser les présidentielles. Et à partir de ce moment-là, on avait mis le verre dans le fruit et chacun s'est dit, bon, la prochaine présidentielle, je vais la gagner. Et les militaires du CNDD aussi, ils se sont dit, eux aussi sont des citoyens, pourquoi pas? Et de fil en aiguille, on est arrivé à la situation qui a présidé à la tragédie du 28 septembre 2009. Et ce qui est assez prolongé par la tentative d'assassinat sur le capitaine Dadis le 3 décembre 2009. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que dans ce processus politique, les choix essentiels doivent faire l'objet d'un examen lucide et désintéressé. À partir du moment où les gens ont des agendas cachés et ils veulent tordre le cours de l'histoire pour satisfaire simplement leurs agendas cachés, ils nous créent des catastrophes et ça coûte des morts, ça coûte des destructions, ça retarde le pays. Et ceux qui ont été à la base de cela ont tout gâché. Et ceux qui ont contribué lorsque la Constitution, très rapidement, parce que la deuxième phase de la transition de 2010 a été relativement très courte. Monsieur Jean-Marie Doré a été installé comme Premier ministre pratiquement fin janvier ou début février 2010. Il fallait finir de rédiger, comment on appelle ça, mettre en place un CNT, ce qui n'existait pas pendant près d'un an. Rédiger une constitution, comme déjà la transition a fait plus d'un an, et il fallait rapidement maintenant accélérer le processus pour qu'avant la fin de l'année 2010 qu'il y ait les élections. Ceci a entraîné des raccourcis que d'autres qui étaient pour qu'il y ait ces raccourcis
disent après la Constitution 2010 n'a pas été adoptée par voie référendaire puisqu'elle n'a pas été soumise à l'approbation de la population. Tout cela, c'était des faux fillons pour justifier la mise à l'écart de cette Constitution. Et d'ailleurs, les dispositions étaient telles que lorsque vous, par voie référendaire ou pas, à partir du moment où la Constitution a permis l'élection par deux fois du président de la République, elle devient force de loi de fait. Et donc, ce n'était pas un argument suffisant. Et la Cour constitutionnelle, au lieu de camper sur les dispositions d'intangibilité vaille que vaille, ont ouvert la boîte au Pandore qui ont fait que le pays est assombré dans la catastrophe encore une fois. Pays pratiquement plombé, en tout cas jusqu'à la prise du pouvoir, selon le tableau dressé par les nouvelles autorités, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya, qui a présenté quand même un tableau très dur peut-être pour sortir de la situation de la Guinée. Ça paraissait comme quelque chose de coriace. Est-ce que quand il dit on ne se plie pas à un calendrier individuel, aujourd'hui presque 45 jours après, on n'a toujours pas la durée de cette transition. Est-ce que ça commence à vous inquiéter un peu? Parce que certains estiment qu'il pourrait s'éterniser un peu au pouvoir, à l'image de ce qu'on a connu entre 1984 et jusqu'à la première élection en 1993 sous Lansana Conté. Je dois être très clair. La durée d'une transition, c'est une période extrêmement périlleuse et très difficile. Vous êtes à la tête du pays tout en n'ayant pas tous les attributs que confère le fait d'être à la tête du pays. Surtout dans la capacité de mobiliser des ressources, d'engager le pays dans la durée. Donc c'est comme si vous avez quelqu'un qui, on l'a anesthésié pour procéder à une opération. Vous savez, lorsqu'on anesthésie... C'est pour un temps. Il est, de ce point de vue, inopérationnel dans les faits, oui, même si l'anesthésie est locale. Donc c'est comme ça le pays va fonctionner. Nous ne pourrons pas engager des réformes sérieuses, profondes, pour prendre à bras le corps tous les problèmes que la Guinée connaît. Donc c'est un retard, c'est comme si on rejette les problèmes à plus tard. D'où la nécessité de ne pas avoir une transition qui soit étalée dans le temps. Je vous donne l'exemple du Soudan actuellement. Là, ils ont pris une transition, à mon avis, qui doit durer 3 ans. C'est bientôt fini. Mais la durée de la transition crée des problèmes, des dissensions internes. Et à l'heure actuelle, il y a une situation qui n'est pas du tout satisfaisante en termes de stabilité du Soudan. Nous voulons, dans notre pays, une transition qui soit à durée optimale. Optimale, cela veut dire on ne se précipite pas pour bâcler, on ne traîne pas les pieds pour durer, on utilise le temps conséquemment pour chaque minute soit utilisée pour agir dans le sens des intérêts fondamentaux du pays, dans le sens de la réussite de la transition. Et quelles sont les missions essentielles d'une transition? Oui, les fondamentaux, oui. C'est ça le fondamental. Nous avons besoin de mettre en place une constitution qui soit en conformité avec les attentes et les intérêts du pays tout entier. Ce n'est pas le copier-coller comme disent certains, on prend 2010 et puis on dit non. Parce que même la constitution 2010, parce que les gens disent que c'est une bonne, mais un système présidentiel, hyper présidentiel, est un malheur pour la Guinée. Et nous l'avons constaté, je le dis souvent, la mentalité de l'administration de ce pays et des institutions a toujours fonctionné en tant que responsable suprême depuis l'indépendance. Celui qui est à la tête est maître de tout. Même si la loi le limite, on dit il a toute la possibilité. Il faut qu'on revienne avec un système qui permet d'atténuer les prérogatives exorbitantes d'un président de la République dans ce pays. Donc la réécriture d'une nouvelle constitution. Bien entendu, et changer le système le système de gouvernance. Nous n'avons pas besoin d'un régime présidentiel, nous avons à la rigueur besoin d'un système semi-présidentiel qui va conférer des attributs et des responsabilités plus élargies
au Parlement. Et c'est en cela qu'il peut y avoir un plus grand équilibre. D'autres pays l'ont expérimenté. Il n'y a pas de raison que la Guinée ne l'expérimente pas. Et avec intelligence, sagesse, sérénité, si les choses ne vont pas dans le futur, il y a toujours des modalités pour amender constitutionnellement la Constitution. Ça, c'est ça. Donc, il y a la Constitution. Oui. Deuxièmement, ce qui pose le plus... Ça peut prendre par exemple combien de temps? Non, là, ça... C'est extrêmement important parce que ça peut nous aider à définir un peu la durée de la transition. Bon, vous estimez que ça peut prendre combien de temps? Le CNT, a priori, moi je peux estimer qu'au grand maximum, 6 mois jusqu'à 6 mois pour faire les choses correctement. 6 mois. Maintenant, pendant ces 6 mois, il faut en même temps engager le recensement général de la population. Le recensement général de la population est une donnée essentielle pour aujourd'hui et pour demain, pour extraire le fichier électoral. Le recensement général de la population, il ne faut pas dire on recense... On aurait reçu une pierre de coups. Oui, on prépare le présent et on prépare aussi le futur. Le recensement prendra en compte les Guinéens qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'étranger, puisque c'est une autre manière de refonder la citoyenneté. Que chaque Guinéen, partout où il est, il se sent partie intégrante d'une collectivité nationale qui est la République de Guinée. Donc, recensement général de la population à l'intérieur et à l'extérieur. Et sur ça, c'est parallèlement à la réécriture de la Constitution. Nous sommes toujours dans 6 mois. Et ça, pour cela, c'est la partie la plus lourde. Et là, au minimum, pour ne pas dire que ça peut être bâclé, moi je dirais, pour tout cela, il faut 1 an. C'est-à-dire, à partir du moment où ça démarre, il faudra 1 an pour que le recensement général de la population se fasse, l'extraction brute du fichier électoral puisse être fait et le retraitement de ce fichier, parce qu'il faudra que tous ceux qui ont qui sont en âge de voter disposent de leur carte d'électeur et leur carte d'identité nationale digitalisée. Prenons à peu près 1 an et demi pour que tout cela se fasse. L'adoption de la Constitution ne peut pas se faire sans l'existence du fichier électoral. Donc ce n'est pas parce que vous avez fini de rédiger le texte, vous avez commencé la sensibilisation, les gens commencent à s'approprier un certain nombre de données que vous voulez dire on va organiser le référendum immédiatement. Le référendum attendra la mise à disposition d'un fichier électoral qui permettra de procéder au référendum constitutionnel. Donc, considérons pratiquement tout ça, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Est-ce que vous voyez? Nous avons nécessairement besoin, pour éviter les erreurs du passé, de procéder par les élections à la base. Conseil communal. Le conseil communal, d'ores et déjà, ils vont gagner quelques mois. Comme c'est indiqué dans la charte. Bien entendu, les conseillers communaux, après le référendum, c'est à voir si c'est compatible. Est-ce que le référendum est... Mais bon, sur le plan juridique, vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. On a la Constitution parce qu'il y a les codes qui accompagnent, comment on appelle ça, les codes électoraux, la loi sur la décentralisation, tout ça doit être disponible avant même qu'on aille à ces élections. Et vous ne pouvez pas faire la loi, la Constitution n'est pas adoptée, et puis vous conférez les codes alors que la loi mère n'est pas encore adoptée. Donc ça vous permet, considérons pratiquement 3 mois en raccourcissant. Ça fait déjà... Est-ce que vous n'avez pas sauté l'organe qui doit organiser ces élections? Non, ça on en reviendra. Ça fait déjà 18 mois. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez accélérer par rapport aux législatives et le tout couronné par la présidentielle. Donc, grosso modo, en 2 ans. Par rapport aux 2 ans, vous pouvez, de manière régulière, calme, avec l'accompagnement de la communauté internationale, parvenir à avoir l'Assemblée nationale. Et vous pouvez vous donner 3 ou 4 mois pour, dans le cadre de... Là, vous allez au-delà des 24 mois,
dans le cadre des 3 ou 4 mois futurs pour l'organisation de la présidentielle et couronner le tout en 2 ans et demi. Voilà, bon, maintenant, par rapport à la question de si vous me permettez, j'ai toujours une question par rapport à cette transition, parce que ça fait également débat dans la cité. Cette charte, est-ce que traditionnellement la charte doit définir la durée de la transition? Si oui, tel n'est pas le cas chez nous, est-ce que ça pourrait être une possibilité pour le président de la transition de ne pas être embourbiné avec cette charte? Il a juré sur ça, mais il n'y a pas de... Est-ce que c'est une porte de sortie pour lui? Bon, peut-être qu'il y a des paramètres qu'il ne maîtrise